Le tourisme consiste généralement à passer un bon moment, mais parfois les voyages se terminent de manière tragique. Nous allons examiner 5 des décès les plus terribles de l'histoire du tourisme. Des récits authentiques de voyageurs dont les vacances ont viré au cauchemar. L'après-midi du 17 novembre 2020, à la plage de Pipa, dans le Rio Grande do Norte au Brésil, des familles et touristes profitaient d'une journée paisible au bord de l'océan. Parmi eux se trouvait Hugo Mendes Pereira, âgé de 32 ans, sa compagne Stella Silva de Souza, 33 ans, et leur fils de 7 mois, Sol. Leur chien, Brissa, les accompagnait alors qu'ils se détendaient près de la base d'une haute falaise. Soudainement, une partie de la falaise s'est effondrée. D'énormes rochers et débris se sont abattus, ne laissant à la famille aucun temps pour réagir. Dans une tentative désespérée de protéger son bébé, Stella l'a instinctivement recouvert de ses bras, mais les rochers en chute les ont tous ensevelis. Les témoins, horrifiés, ont assisté à l'effondrement de la falaise. Igor Caetano, un habitant local et opérateur touristique, fut l'un des premiers à intervenir. Avec d'autres passants, il s'est précipité pour creuser parmi les décombres. Igor se souvient qu'ils ont creusé jusqu'à trouver d'abord le père, puis la mère et l'enfant. Le petit respirait encore. Une médecin présente sur les lieux a tenté de l'aider, mais il était trop tard. Hugo et Stella ont été écrasés sous le poids des rochers. Bébé Sol, bien qu'il ait été brièvement réanimé après avoir été extrait des décombres, n'a pas survécu. Leur chien, Brissa, a également péri. Des vidéos prises sur les lieux montrent des gens utilisant leurs mains nues, des planches en bois et tout ce qu'ils pouvaient trouver pour dégager les rochers dans l'espoir de sauver la famille. Mais il était trop tard. La plage, autrefois emplie de rires, était devenue un lieu de désolation. Hugo et Stella étaient bien connus à Pipa où ils avaient construit leur vie ensemble. Hugo, originaire d'une autre région du Brésil, avait passé des années à voyager en van aménagé avec leur chien, Brissa, avant de s'installer définitivement. Il travaillait comme responsable de la réception de l'hôtel Sun Bay et était apprécié pour sa nature chaleureuse. Amis, voisins et même des inconnus pleuraient cette tragédie, peinant à accepter comment une journée ordinaire à la plage avait pu se transformer en désastre. Les autorités ont confirmé que l'effondrement était dû à l'érosion naturelle. Au fil du temps, l'océan avait progressivement usé la base de la falaise, fragilisant sa structure. Cette formation de 60 mètres de haut s'effondrait petit à petit, rendant les glissements de terrain inévitables. Les habitants étaient conscients des risques. João Marinho, pêcheur et cousin de Stella, avait souvent mis en garde les touristes contre le fait de s'installer près des falaises. La mer continuait de ronger les rochers et bien que des avertissements fussent donnés, tout le monde ne les écoutait pas. Ce jour-là, une patrouille sur la plage aurait conseillé à la famille de s'éloigner de la base de la falaise. Malheureusement, ils sont restés au même endroit, inconscients du peu de temps qu'il leur restait avant que le drame ne survienne. Les panneaux avertissant des chutes de rochers avaient été emportés par les marées montantes, rendant leur visibilité difficile. Fabio Pinheiro, porte-parole municipal, expliquait que les marées fragilisaient les falaises, augmentant ainsi le risque d'effondrement. Après la tragédie, les autorités furent vivement critiquées, des questions étant soulevées quant à la clarté des avertissements et à l'efficacité des mesures de sécurité. Le ministre du Tourisme, Marcelo Álvaro Antonio, a exprimé ses condoléances, regrettant profondément l'incident survenu à la plage de Pipa. Il a adressé ses pensées compatissantes à la famille et aux amis des victimes. Pour ceux qui connaissaient Hugo et Stella, leur perte fut dévastatrice. Ce jeune couple rêvait d'élever leur fils dans une paisible ville balnéaire. Leur histoire, faite d'aventures, d'amour et de nouveaux départs, fut brutalement interrompue de manière inimaginable. Si les panneaux d'avertissement avaient été plus visibles, auraient-ils bougé? Si la patrouille sur la plage avait insisté davantage, aurait-il pu être sauvé? Les réponses resteront probablement à jamais incertaines. Mais pour ce qui reste, la douleur de ce jour ne sera jamais oubliée. Le 27 février 2025, 4 hommes russes, âgés de 18 à 57 ans, participaient à une sortie de plongée sous-marine près de l'île de Verde, aux Philippines. Accompagnés d'un instructeur de plongée philippin, ils étaient impatients de découvrir la faune marine célèbre dans cette région. Les conditions semblaient idéales, ciel dégagé, mer calme et excellente visibilité. Cependant, ce qui devait être une plongée agréable s'est rapidement transformé en tragédie. Tout semblait normal au début. Le groupe explorait les récifs coralliens et observait les poissons. Mais soudain, des courants sous-marins puissants sont apparus et se sont intensifiés bien au-delà des prévisions. Ces courants ont séparé le groupe. L'instructeur et 2 des plongeurs ont réussi à regagner le bateau, mais les 2 autres hommes, Ilya Peregoudin, 29 ans, et Maxime Melekov, 39 ans, ont été emportés et ont disparu sous l'eau. L'instructeur a tenté de les retrouver, mais ils étaient introuvables.
À 13 h, la garde côtière philippine fut alertée. Les équipes de recherche et de sauvetage ont immédiatement commencé à chercher les plongeurs disparus. Ils savaient que les forts courants avaient probablement éloigné Ilia et Maxime de leur point de départ. Après plusieurs heures, Ilia a été retrouvé inconscient dans l'eau et transporté d'urgence à l'hôpital où il a été déclaré mort. Bien que la cause exacte ne soit pas claire, les courants puissants l'auraient probablement empêché de remonter à la surface. Plus tard, les équipes de sauvetage ont localisé Maxime, mais un requin était à proximité. La récupération de sa dépouille a pris plus de 30 minutes. Les autorités n'ont pas pu confirmer si le requin avait causé sa mort et aucune autopsie n'a été réalisée. Cet incident était sans précédent pour les habitants de la région. Les attaques de requins sont très rares aux Philippines, et aucune n'avait été signalée dans cette zone depuis plus d'1 an. Cette tragédie a suscité de nombreuses interrogations. Les courants étaient-ils trop dangereux ce jour-là? Quelque chose a-t-il attiré les requins plus près des côtes? Et surtout, cette tragédie aurait-elle pu être évitée? La garde côtière philippine a lancé une enquête et discuté des moyens d'améliorer la sécurité en plongée, notamment par des avertissements renforcés sur les courants et des consignes de plongée plus strictes. Les centres de plongée pourraient également devoir mettre à jour leurs équipements d'urgence et leurs plans de sécurité. Des plongeurs locaux présents ce jour-là ont décrit des conditions aquatiques très difficiles. Diego Reyes, un plongeur expérimenté, a expliqué que les vagues de surface rendaient difficile le maintien de la cohésion du groupe. Beaucoup de ceux qui ont assisté à l'incident étaient bouleversés, mais reconnaissant que le reste du groupe ait pu rentrer sain et sauf. Ilia et Maxime étaient connus pour leur amour de la plongée et de l'océan. Leur disparition a profondément affecté la communauté de plongée. Bien que l'île de Verde soit célèbre pour sa magnifique biodiversité marine, ses courants puissants et sa faune marine active peuvent représenter un danger, même pour les plongeurs expérimentés. Le passage de l'île de Verde, souvent appelé le centre de la biodiversité marine, attire chaque année des milliers de touristes. La plupart des plongeurs n'y rencontrent aucun problème, mais cet événement a montré à quel point tout peut rapidement basculer. Ces mêmes eaux, sources d'expériences inoubliables, peuvent aussi se révéler imprévisibles et dangereuses. Suite à cette tragédie, les opérateurs locaux de plongée et les autorités surveillent de plus près les mesures de sécurité. L'enquête pourrait aboutir à de nouvelles règles visant à mieux protéger les futurs plongeurs. Pour les familles d'Ilia et Maxime, la douleur de leur perte sera un fardeau qu'elles porteront à jamais. Beaucoup se demandent si cette tragédie aurait pu être évitée, ou si l'intervention avait été plus rapide, le résultat aurait-il été différent? La mer est belle, mais elle peut changer sans prévenir. Le 15 mai 2023, à Puerto Escondido, au Mexique, une ville balnéaire prisée sur la côte pacifique, Victor Masson, un Canadien de 27 ans originaire du Québec, passait des vacances avec sa petite amie, Elva Castillo, une Mexicaine native de la région. Le couple séjournait chez la famille de Castillo, profitant de moments paisibles ensemble. Cependant, ce qui devait être un séjour relaxant s'est terminé en tragédie. Victor, conseiller hypothécaire à la Banque Laurentienne et diplômé de l'université Bishops à Sherbrooke, a vu sa vie basculer brutalement après une journée passée à la plage avec Elva. Ce soir-là, alors qu'Elva sortait dîner avec sa famille, Victor était resté seul à leur hôtel. Vers 1h45 du matin, Victor quitta l'hôtel seul. Il se retrouva dans un bar local nommé Michelada El Aldoquin, où il fit la rencontre d'un homme et de 2 femmes. Ce qui commença comme une interaction anodine vira rapidement à une situation dangereuse. D'après les enquêteurs, une dispute éclata concernant une note de bar impayée. Lorsque Victor tenta de partir, le groupe s'y opposa. Inquiet, il envoya un message à sa petite amie, expliquant qu'il ne comprenait pas ce qui se passait. Il lui demanda de localiser sa position et d'appeler la police s'il lui envoyait le mot « danger ». Quelques minutes plus tard, il précisa qu'il était bloqué avec ces individus et qu'il avait essayé de partir, mais qu'ils insistaient pour qu'il reste. Il décrivit la situation comme étrange. Ce furent ses derniers messages avant que les événements ne dégénèrent. Le lendemain matin, les autorités retrouvèrent le corps de Victor à environ 3 km du bar. Son téléphone et son passeport étaient près de lui, mais son portefeuille avait disparu, suggérant un possible vol. Sergio Ruiz Luengas, un témoin, aperçut Victor tenter de partir en voiture lorsqu'il entra en collision avec une moto transportant une femme. L'impact déclencha une confrontation avec le groupe qu'il avait rencontré au bar. L'un d'entre eux, identifié plus tard comme Mario Omar Sanginés Lopez, jeta une pierre sur la voiture de Victor. Quelques instants après, Lopez sortit une arme et tira 2 fois. Victor fut ensuite poussé sur le siège passager de sa voiture. Le groupe prit la fuite, le laissant grièvement blessé. À l'arrivée des autorités, il était déjà décédé. L'affaire se compliqua lorsque la police ne disposa pas immédiatement de suspects.
Une semaine plus tard, Sergio Ruiz Luengas se présenta comme témoin clé, il déclara à la police avoir tout vu et désigna Lopez comme le coupable. Avant de pouvoir témoigner davantage, Ruiz fut retrouvé mort dans des circonstances suspectes. Les autorités n'ont pas confirmé de lien direct entre son assassinat et l'affaire Victor. Pendant ce temps, la famille de Victor luttait pour obtenir des réponses. Ses frères se rendirent au Mexique pour identifier son corps, mais furent confrontés à des difficultés pour communiquer avec les autorités locales. Leur avocat, engagé pour les aider dans le processus légal, se retira également de l'affaire par crainte pour sa sécurité. La mort de Victor survint quelques jours seulement après une autre attaque tragique contre un touriste étranger. Un Argentin, Benjamin Gamond, fut attaqué à la machette dans une autre partie d'Oaxaca, suscitant des inquiétudes sur la sécurité dans la région. Bien que Oaxaca soit généralement connu pour son faible taux de criminalité, ces incidents récents peignaient une réalité différente. Les enquêtes, bien qu'en cours, se concentrèrent sur l'altercation au bar et Mario Omara Sanguinez Lopez fut finalement accusé d'homicide. Cependant, la mort non résolue de Sergio Ruiz Luengas laissait de nombreuses questions sans réponse. La confrontation au bar et les événements qui suivirent suggèrent une chaîne de circonstances terrifiantes. Mais la dispute concernant l'addition était-elle vraiment la raison derrière tout cela ? Y avait-il davantage dans cette histoire? Et pourquoi le seul témoin connu a-t-il perdu la vie si peu de temps après s'être manifesté? La famille de Victor reste en quête de justice, mais la lenteur de l'enquête ne fait qu'alimenter leur frustration. Ses frères, bouleversés et désespérés d'obtenir des réponses, peinent à obtenir des informations claires. Victor aurait-il pu être sauvé? Y avait-il un problème plus profond en jeu? Et qu'en est-il de la sécurité des touristes à Puerto Escondido? Pour l'instant, le mystère demeure. Tant que de nouvelles réponses n'émergent pas, l'histoire de Victor reste marquée par la perte, des questions sans réponse et des vacances qui se sont terminées en tragédie. Le 5 février 2025, un incident tragique s'est produit à Salvador, au Brésil, dans l'historique église et couvent de São Francisco. Cette église centenaire, célèbre pour son somptueux intérieur baroque et ses sculptures dorées, était une attraction touristique majeure. Cependant, cet après-midi-là, une défaillance structurelle a provoqué un effondrement dévastateur, coûtant la vie à Giulia Panchoni Righetto, une experte en marketing alimentaire de 26 ans originaire de São Paulo. Giulia visitait Salvador avec son petit ami et 3 amis, profitant de la richesse culturelle et historique de la ville. Plus tôt dans la journée, elle avait partagé des photos de son voyage, exprimant son enthousiasme alors qu'elle explorait des sites célèbres comme le fort maritime de São Marcelo. Voyager était l'une de ses passions. Elle avait déjà visité des pays comme l'Italie, l'Espagne et la Croatie. Cet après-midi-là, le groupe arriva à l'église de São Francisco, un site construit au début des années 1700. Bien que l'église ait subi des restaurations au fil des années, certaines parties de la structure étaient devenues instables. Le plafond, en particulier, montrait des signes d'usure. Un frère avait récemment alerté l'Institut national du patrimoine historique et artistique, IFAN, à ce sujet, mais aucune mesure immédiate n'avait été prise. Vers l'après-midi, alors que Giulia et ses amis s'apprêtaient à partir, le drame survint. Une grande section du plafond s'effondra soudainement, envoyant des poutres en bois et du plâtre lourd s'écraser au sol. L'impact, d'une force considérable, créa un énorme nuage de poussière et sema la panique. Giulia fut coincée sous les gravats. Son petit ami et ses amis tentèrent désespérément de l'atteindre, mais les dégâts étaient considérables. Les secours, comprenant la défense civile, les pompiers et la police civile, se précipitent sur les lieux, travaillant rapidement pour déblayer les débris et chercher des survivants. Malheureusement, Giulia ne survécut pas. Son corps fut retrouvé dans les 2 heures. L'effondrement blessa plusieurs autres personnes. L'un des amis de Giulia subit une blessure à la tête et fut transporté à l'hôpital. 4 autres personnes, dont 2 touristes étrangers, furent également blessés et reçurent des soins médicaux. L'église, autrefois un symbole de l'histoire riche du Brésil, devint un lieu de désolation. L'incident choqua autant les locaux que les visiteurs. L'église de São Francisco, debout depuis plus de 300 ans, représentait le passé colonial et le patrimoine architectural du Brésil. Les experts avaient longtemps mis en garde contre ces faiblesses structurelles. Après l'effondrement, une enquête fut lancée. Sosthenes Macedo, un représentant de la défense civile, expliqua que la structure du toit avait probablement cédé sous le poids des sections supérieures. Les poutres en bois affaiblies ne pouvaient plus soutenir le plafond, provoquant son effondrement soudain.
Ce drame souleva de graves préoccupations concernant la sécurité des sites historiques au Brésil. Le ministère de la Culture et l'IFAN publièrent une déclaration exprimant leurs condoléances et s'engageant à collaborer avec les autorités locales pour déterminer ce qui s'était passé. Ils soulignèrent également la nécessité de renforcer les mesures de sécurité dans les sites touristiques. Une question majeure fut pourquoi l'église était restée ouverte malgré les avertissements. Un frère avait remarqué une déformation du plafond quelques jours auparavant et l'avait signalé à l'IFAN. Cependant, aucune action immédiate ne fut entreprise. Les responsables déclarèrent plus tard que si le frère avait jugé la situation urgente, il aurait dû contacter la défense civile ou les pompiers. Malheureusement, aucune mesure supplémentaire ne fut prise et l'église demeura accessible aux visiteurs. Le décès de Giulia dévasta sa famille, ses amis et la communauté des voyageurs. Elle débordait de vie, enthousiaste à l'idée d'explorer le monde et de partager ses expériences. Quelques heures seulement avant l'effondrement, elle profitait de son séjour à Salvador. Personne n'aurait pu imaginer la tragédie qui allait se produire plus tard dans la journée. Au fil des enquêtes, les autorités furent confrontées à des questions difficiles sur les responsabilités et la supervision. L'effondrement mit en lumière les risques liés à un manque d'entretien des sites historiques, en particulier ceux fréquentés par les touristes. Le 19 février 2025, Olga Perminova, une touriste russe de 53 ans, monta à bord du célèbre train Podimenike au Sri Lanka. Elle voyageait avec un groupe de touristes russes, impatientes de découvrir la route ferroviaire pittoresque, réputée pour ses vues magnifiques sur les plantations de thé, les forêts denses et les montagnes. Olga, agent de sécurité originaire de Saratov, en Russie, avait toujours été passionnée par l'exploration de nouveaux lieux, mais son enthousiasme pour capturer la photo parfaite allait bientôt provoquer une erreur fatale. Le train Podimenike relie Colombo Fort à Badula sur près de 300 km en environ 10 heures. C'est l'un des trajets en train les plus spectaculaires au monde, notamment sur la portion entre Nagoya et Ella, célèbre pour des sites emblématiques comme le pont aux 9 arches. Pour Olga, ce voyage était un rêve. Alors que le train traversait la campagne, Olga se pencha par une porte ouverte pour prendre un selfie. En s'agrippant aux barres métalliques, elle orienta son appareil photo pour capturer le paysage. Selon les témoignages, elle essayait peut-être de photographier le pont aux 9 arches. Cependant, en se positionnant, elle inclina sa tête trop loin hors du train. Tragiquement, elle heurta un rocher à grande vitesse. L'impact fut violent, la projetant hors du train. Elle tomba au sol, gravement blessée à la tête. Passagers et personnel du train se précipitèrent pour lui porter secours, tandis que le train s'arrêtait en urgence. Les secours arrivèrent rapidement et la transportèrent à l'hôpital universitaire de Badula. Malgré une intervention médicale immédiate, ses blessures étaient trop graves et elle fut déclarée morte peu après. Les médecins firent tout leur possible, mais les dommages étaient irréversibles. L'accident se produisit entre les gares de Badula et Aliella, une zone connue pour ses passages étroits et ses voies sinueuses. Les autorités estiment que le moment d'imprudence d'Olga, lorsqu'elle s'est penchée hors du train, lui coûta la vie. Sa mort bouleversa la communauté touristique, en particulier les visiteurs du célèbre chemin de fer sri-lankais. Malheureusement, ce n'était pas la première fois qu'un tel incident se produisait. À travers le monde, de nombreux voyageurs ont perdu la vie en prenant des selfies dans des endroits risqués, près de falaises, de cascades ou encore de véhicules en mouvement. Le train Podimenike est connu pour sa beauté, mais il présente également des dangers réels. Les portes ouvertes et les plateformes suspendues au-dessus des rails créent des risques souvent sous-estimés. Les touristes, absorbés par leur désir de capturer l'image parfaite, oublient parfois les dangers autour d'eux. Olga faisait partie d'un groupe de touristes, mais on ignore si les autres étaient conscients de ses actions. Nombreux sont les voyageurs qui, motivés par l'influence des réseaux sociaux, prennent des photos seuls, parfois au péril de leur sécurité. Après l'incident, le gouvernement russe organisa le rapatriement du corps d'Olga. Sa famille, qui s'attendait à ce qu'elle revienne avec des récits d'aventure, fut plongée dans un chagrin immense. La ligne de chemin de fer Podimenike, célèbre pour ses paysages spectaculaires, devint le théâtre d'une nouvelle tragédie liée aux selfies. Quelques mois auparavant, un touriste britannique en Inde perdit la vie en tentant de prendre un selfie dans une zone dangereuse et à Bali, un couple tomba de 25 mètres en posant pour une photo près d'une cascade. Les chercheurs ont constaté que de tels accidents sont de plus en plus fréquents. Une étude menée en 2018 par la National Library of Medicine a révélé qu'entre 2011 et 2017, au moins 259 personnes dans le monde sont mortes dans des incidents liés aux selfies. Les causes les plus fréquentes incluaient la noyade, les chutes et les accidents de transport.
L'histoire d'Olga laisse de nombreuses interrogations. Si elle était restée à l'intérieur du train, des mesures de sécurité plus strictes auraient-elles pu prévenir ce drame? Les réseaux sociaux devraient-ils faire davantage pour sensibiliser leurs utilisateurs au danger de prendre des photos dans des situations risquées? Une chose est certaine, aucune photo ne vaut une vie. Olga était une grand-mère, une mère et une exploratrice en quête d'aventure. Tragiquement, un seul moment d'inattention mit fin à son parcours bien trop tôt. Son histoire n'est qu'une parmi tant d'autres. Alors que l'influence des réseaux sociaux ne cesse de croître, ces tragédies risquent de se multiplier. Cela nous rappelle que la sécurité doit toujours primer sur la capture d'un instant.